J'ai donné un titre à cette intervention qui est Organologie de la sphère académique. Pourquoi est-ce que j'ai donné un tel titre? C'est d'abord pour souligner un point qui est pour moi un point de méthode. Et vous savez que pour les philosophes, la méthode, je ne vais pas dire ça devant Denis Kambouchner, c'est fondamental. Enfin, je le dis devant Denis Kambouchner. C'est fondamental. La méthode, c'est l'ordre, la manière dont on prend les choses, dont on les approche, qui les constitue. Je pense que poser le problème du numérique dans la sphère académique aujourd'hui, c'est d'abord poser le problème de l'organologie de la sphère académique, dont le numérique est la dernière période. La technologie numérique, ce qu'on appelle ainsi, c'est ce que Jacques Goudy appelle une technologie intellectuelle. Qu'est-ce qu'une technologie intellectuelle? C'est une technologie qui, pour Jacques Goudy, n'est pas simplement un moyen pour l'intellect de s'exprimer, par exemple, ou de se rendre public. C'est ce qui constitue l'intellect. Par exemple, comme pouvoir de classification. Si j'avais eu du temps, je ne vais pas le prendre maintenant, mais peut-être que j'y reviendrai dans la discussion, j'aurais un petit peu parlé de ce que les neurosciences aujourd'hui nous apprennent sur la manière dont des capacités de classification s'opèrent en relation avec des milieux techniques qui se traduisent par une organisation cérébrale qui se transforme. En passé, au Centre Pompidou, à l'Institut de recherche et d'innovation, j'ai fait venir Marianne Wolf, qui est une spécialiste de ces questions, neuropsychologue spécialiste de la lecture, qui évidemment, comme tous les neuropsychologues aujourd'hui, utilise l'imagerie cérébrale et qui montre comment le cerveau est perpétuellement en train de se recoder. Et il se recode aux conditions de processus de discrétisation du monde. Je prends le mot discrétisation au sens des mathématiciens, c'est-à-dire de transformation du monde en liste finie d'entités reconnaissables, à travers un processus que Sylvain Auroux, que je cite toujours, pas forcément d'ailleurs dans un sens qui lui fait plaisir, parce que je ne le cite pas exactement dans le sens de ce qu'il dit, j'utilise son terme, processus de grammatisation, et j'essaye de montrer que ce que Jacques Goudy, par exemple, dans La raison graphique, étudie à travers, par exemple, les 6 processus de classification qui sont mis en œuvre en Afrique, c'est un anthropologue spécialiste d'un certain nombre de cultures, eh bien cela relève finalement de ce que j'appelle un processus de grammatisation. Et je prends le mot grammatisation en un sens que j'emprunte à Sylvain Auroux, mais que j'élargis beaucoup puisque depuis quelque temps je soutiens, en m'appuyant sur une thèse récemment publiée, qui est celle de Marc Azéma, qui s'appelle La préhistoire du cinéma, que le processus de grammatisation a commencé il y a environ 31 000 ans, en tout cas au Paléolithique supérieur, à l'époque de la grotte Chauvet. La grotte Chauvet et toutes les grottes de cette époque du Paléolithique supérieur où l'on trouve des peintures rupestres depuis donc 31 000 ans jusqu'à 17 000 ans, c'est l'époque de Lascaux. Il y en a beaucoup de ces grottes aujourd'hui. Azéma montre que, en fait, dans ces grottes se produisent des processus de discrétisation et de catégorisation, des listes finies de formes. Le roi Gourand avait déjà évoqué des choses comme ça d'une manière plus intuitive. Il n'avait pas fait une enquête aussi exhaustive qu'il a fait Azéma. Et Marc Azéma, en plus, va extrêmement loin parce qu'il soutient qu'en fait, déjà, on a un processus de montage de séquences temporelles par représentation spatiale. Il dit, en fait, c'est déjà l'idée du cinéma qui est là. Il va très, très, très loin. Alors moi, je ne conteste pas du tout ce point de vue, d'ailleurs, mais aujourd'hui, en tout cas, ce que je veux dire, ce n'est pas tellement ce qui concerne la question du cinéma, mais ce qui concerne le processus de grammatisation dont je soutiens donc qu'il commence au Paléolithique supérieur. Il commence au Paléolithique supérieur, évidemment, il se transforme très très sensiblement il y a environ 10 000 ans avec la sédentarisation et l'urbanisation. Il va faire apparaître les premiers systèmes de comptage au sens de ce qu'on appelle la numération, qui vont engendrer les formes d'écriture idéographiques, cunéiformes, etc., pour arriver finalement
la grammatisation telle que Sylvain Roux en parle. Parce que lui, Sylvain Roux ne parle de grammatisation que pour les grammata, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet grec, ou pas seulement grec, bien entendu, hébreu, etc. Alors, ce que je soutiens, c'est que les processus de grammatisation, en règle générale, qui sont des processus techniques et aveugles, c'est ce que dit très bien Roux. Il dit ce n'est pas, par exemple, ce ne sont pas des grammairiens, des linguistes qui ont décidé d'inventer un système d'écriture pour enregistrer le langage. Non. Ce sont des processus d'annotation qui, d'ailleurs, au départ, ne sont pas du tout dédiés au langage, puisque les écritures idéogrammatiques n'ont pratiquement pas de rapport avec le langage. Ce sont des processus qui se développent systémiquement. Si on parle dans la langue de Hegel, on dira dans le dos de la conscience, sans que personne n'ait l'intention de développer cela véritablement. Ça arrive à des époques, bien entendu, en Corée, fin 19e, début 20e, je ne sais plus si on l'appelle le roi ou l'empereur, ou enfin bref, l'autorité sacrée coréenne veut avoir son alphabet qui n'est ni japonais ni chinois et convoque à Séoul des spécialistes de l'histoire de l'écriture, etc., pour fabriquer la langue que vous voyez quand vous allez à Séoul. Vous prenez le métro de Séoul, vous voyez des magnifiques écritures d'ailleurs, qui est l'écriture coréenne, mais ça c'était une écriture qui a été faite de toutes pièces, voulue par les Coréens, etc., mais c'est un artefact total. C'est comme un trompe-l'œil, si vous voulez. En principe, ce qui produit la grammatisation, c'est pas du tout cela, c'est pas du tout dans ces conditions-là. Et c'est ça que montre Sylvain Roux, et c'est à mon avis pour ça que Sylvain Roux, la thèse qu'il a développée sur ce sujet dans un livre qui s'appelle La révolution technologique de la grammatisation, est une thèse absolument fondamentale. Elle est fondamentale parce que derrière les problèmes de grammatisation, il y a des problèmes de classification, au sens où Durkheim parle de classification, et plus précisément, il y a des problèmes de catégorisation. Or, un savoir, ça produit des catégories. Et donc, un savoir, et en particulier un savoir formel, un savoir tel qu'on l'enseigne ici à la Sorbonne, c'est un processus de catégorisation délibéré, public, débattu, critique. Et si j'insiste sur ce point maintenant, c'est parce que tout à l'heure, j'y reviendrai pour vous dire que l'informatique, et plus précisément le numérique, c'est une technologie industrielle de catégorisation. À partir de là, vous voyez bien qu'il y a une rencontre historique entre un processus institutionnel dont il ne faut pas hésiter à dire, je crois, qu'il est à la base de l'histoire de l'Occident, et un processus industriel et technologique dont je pense qu'on peut dire sans hésiter qu'il est à la base de notre contemporanéité. Et ces deux processus se croisent, mais ne viennent pas tout à fait des mêmes origines. Et donc, le sujet dont nous devons parler aujourd'hui, en tout cas dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui, concerne cette situation. Situation donc qui est caractérisée par l'avènement du numérique, dont je soutiens qu'il impose de repenser ce que j'appelle le système académique dans son ensemble et de fond en comble. Pas du tout pour changer les modes pédagogiques. Alors ça vaut aussi pour ça, bien sûr. Mais je dirais que ça, je ne veux pas dire que c'est une question secondaire, mais ça n'est pas la première question. La première question qu'un système académique doit se poser, c'est celle des conditions de la genèse des savoirs qu'il est capable d'engendrer. Pas simplement de transmettre, mais d'engendrer. Un système académique, ce que j'appelle le système académique, pour que les choses soient bien claires, ça désigne ce qu'on appelle les grands établissements en France, les CNRS, l'INSERM, l'IRIA, etc. Ça désigne, il y a d'autres grands établissements, le CNAM, le Collège de France font partie des grands établissements, où il y a de grands laboratoires très dotés en moyens de recherche. Ça désigne les universités, ça désigne les grandes écoles, les lycées, les collèges, l'école élémentaire. Et aussi, d'ailleurs, la formation continue, enfin tout ce qui... Et même ce que j'appelle les sociétés savantes non institutionnelles. Parce que les académies du XVIIIe siècle, par exemple, ce ne sont pas des lieux de l'institution universitaire. Et ça, c'est très très important. Si j'insiste sur ce point, parce qu'aujourd'hui, nous voyons renaître des sociétés savantes qui sont des académies, mais qui ne sont pas universitaires.
Je soutenais tout à l'heure dans une conversation avant que Wikipédia est une société savante, bien entendu, qui a peut-être des défauts, mais elle a quand même une très très grande qualité. C'est que tout le monde s'en sert tous les jours. Donc c'est une société savante qui est extrêmement appréciée de la population planétaire. En je ne sais pas combien de 250 langues, je crois, avec des millions de contributeurs. Donc c'est quelque chose de très très important pour le monde académique institutionnel. Je soutiens que le numérique, en tant que stade de la grammatisation, c'est-à-dire de la catégorisation, remue de fond en comble la condition de l'élaboration et de la transmission des savoirs, de ce qu'on appelle les savoirs académiques, c'est-à-dire les savoirs formels. En particulier, évidemment, dans le contexte très mimétique qu'ont engendré les MOOCs, dont personne ne parlait il y a 2 ans parce qu'ils n'existaient pas, et dont tout le monde parle aujourd'hui, et dont peut-être plus personne ne parlera dans 1 an. Peut-être. On en parle beaucoup en ce moment. C'est très bien d'en parler, mais il faudrait surtout les étudier. Alors, je vous ai dit ce que j'appelle la sphère académique, je vais essayer de vous dire maintenant ce que j'appelle l'organologie, puisque mon titre c'est « Organologie de la sphère académique ». D'abord, d'une façon générale, je parle précisément d'organologie générale. J'ai avancé depuis quelques années, maintenant une dizaine d'années, c'était en raison de mon passage dans une institution musicale qui s'appelle l'IRCAM, dont j'étais le directeur pendant 5 ans, où j'étais d'ailleurs passé 10 ans plus tôt ou 15 ans plus tôt, où j'avais fait un séminaire pendant 1 an sur le rapport entre la technique et le temps, vu du point de vue de l'organologie de l'IRCAM. J'ai développé le concept d'organologie générale. Alors l'IRCAM, c'est un lieu où on développe de l'organologie, justement. L'organologie, c'est de la lutherie, mais c'est aussi du discours, de la théorie de la lutherie. Et j'ai développé dans cette institution l'idée que tous les faits humains sont en fait des faits organologiques. Si on reprend la thèse de Georges Canguilhem de 1943, dans le normal et le pathologique, où il dit que ce qu'on appelle la vie humaine, c'est la vie technique, c'est la forme technique de la vie, que c'est une vie qui n'est viable que par sa technicisation, son auto-technicisation, qu'il décrit d'ailleurs comme une auto-pathologisation. Et vous vous souvenez peut-être, si vous avez ce texte en tête, que Georges Canguilhem décrit le fait humain, l'homme, comme cet être qui a le pouvoir et la volonté de se rendre malade. Il dit qu'il se rend malade par ses techniques. C'est-à-dire qu'il crée des artefacts, ce que j'appelle moi des pharmacas, qui viennent déstabiliser son monde, donc il se frustre en quelque sorte, et ensuite il corrige cette frustration et il fait de ce pathos maladif un pathos pathétique au sens où le pathos c'est aussi le sens, c'est-à-dire ce qui produit de l'émotion. Et donc le sens de la vie, on pourrait dire presque le sel de la vie. Pour décrire cela, je m'appuie sur différentes sources, je ne vais pas les citer, on n'en a pas le temps, en disant que ce processus de la vie technique, tel que le décrit Canguilhem, ce qui peut le décrire, c'est ce qu'on appelle une organologie générale, c'est-à-dire une approche du fait, ce que, pour paraphraser un peu Marcel Mauss, on pourrait appeler le fait humain total, plutôt que le fait social total. C'est une approche qui étudie parallèlement et concurremment les organes psychosomatiques de l'être vivant technique, les organes techniques, à proprement parler, de l'être vivant technique. Vous remarquez bien que tout ce qui est là est entièrement technique. Cet amphithéâtre, la caméra qui est en train de me filmer, le micro dans lequel je parle, les lunettes à travers lesquelles je vous vois, cette veste qui couvre avec mes vêtements ma nudité, la chaise sur laquelle je suis assis, etc. Bref, absolument tout est technique ici. Et les mots mêmes que j'emploie sont techniques. Et toute cette couche, c'est une couche artefactuelle qui s'articule avec mes organes psychosomatiques,
mon cerveau, ma peau, mon cœur, mes oreilles, mes yeux, etc. Et cette couche artefactuelle, elle s'articule avec mes organes psychosomatiques en passant par vous, c'est-à-dire par le social, en passant par ce social tel que vous ici, d'ailleurs, c'est vous, c'est-à-dire la Sorbonne, Paris 3, une institution à l'intérieur de Paris 3, etc., qui organise cette rencontre. Je veux dire par là que les faits humains sont toujours des faits psychosomatiques, technologiques et sociologiques. Sociologiques au sens où appuyés sur des systèmes sociaux. Par exemple, ce qu'on appelle l'université, une sphère académique, c'est une réalité sociale. Il y a des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de sphère académique, dans lesquelles il y a des sociétés chamaniques, il y a des rituels, où il y a toutes sortes de choses. Nous sommes dans une société où le monde académique est la condition de mise en relation, pas seulement le monde académique, bien entendu, mais le monde académique a une fonction qui surdétermine toutes les autres fonctions sociales. Et ça constitue ce que j'appelle une organologie générale. Maintenant, quand je parle d'une organologie de la sphère académique ou d'une organologie d'un savoir particulier, des mathématiques par exemple, ou de l'orthographe, ou de la cordonnerie aussi, ou de la musique, alors ça désigne un régime instrumental. Vous savez que l'organon d'Aristote, on le traduit par l'instrument parfois. Aristote, dans ce traité, qui commence par le traité des catégories, puis ensuite le traité de l'interprétation, il commence à écrire un organon qui est l'instrument du logos. Organon, c'est un mot très très fort. Quand je parle d'organologie, je parle aussi de cela. Cet organon, ce que je soutiens, en m'appuyant sur Émile Benveniste, le commentaire critique que Jacques Derrida a fait du texte d'Émile Benveniste, parce qu'Émile Benveniste disait en 1950 à peu près, Aristote, en découvrant la table des catégories, n'a fait finalement que trouver les catégories grammaticales de la langue grecque. Et alors Derrida a montré pourquoi c'était peut-être un peu sommaire de dire les choses ainsi, mais en tout cas, ce que j'en ai fait moi, ce que j'en fais moi en ce moment, c'est que je crois que Aristote, en découvrant les catégories de la langue grecque, eh bien, il fait un travail absolument fondamental par rapport à la façon dont en grec l'être se dit, comme dit Aristote lui-même, et que cette possibilité-là, elle est rendue possible par la grammatisation de la langue grecque. C'est-à-dire par le fait que Aristote accède au grec par l'écriture du grec. Et ça, c'est une question qu'Émile Benveniste ne pose pas du tout. Alors, je dis cela parce que l'accès à ce que Aristote appelle l'organon en tant que table des catégories et fondation de la logique, sur des bases d'ailleurs qui sont celles de l'ontologie, eh bien cet organon est basé, cet organon logique est basé sur un organon technologique. Je ne veux pas dire qu'il s'y réduit, bien entendu, mais je veux dire que l'organon technologique qu'est l'écriture est la condition de possibilité de cet organon logique. Sans cela, ça ne se produirait pas. Aujourd'hui, nous vivons une grande transformation organologique. Un savoir, au sens académique, c'est un régime spécifique de l'organologie générale, qui fonctionne sur des bases que je vais essayer de décrire sommairement maintenant. D'abord, un savoir, au sens académique, c'est-à-dire au sens où il se réfère d'une manière ou d'une autre toujours au raisonnement apodictique, ce qui ne veut pas dire qu'il se revendique toujours comme un raisonnement apodictique. Par exemple, la critique littéraire ou la critique artistique ne se prétend absolument pas apodictique. Je n'ai jamais vu d'ailleurs aucun auteur revendiquer une démonstration de critique artistique. Je pense que c'est quelque chose qui est proprement inconcevable. N'empêche que n'importe quelle critique d'art ou de littérature ou de musique, à un moment donné, se soumet aux contraintes du raisonnement logique pour argumenter non pas pour démontrer, mais pour argumenter son point de vue esthétique. Alors, un tel savoir, académique en ce sens-là, au sens où Platon en fait définit l'académie de cette manière-là, c'est un savoir, on dit aujourd'hui en anglais, peer-to-peer. C'est-à-dire que la fondation des relations peer-to-peer ne date pas
de la fin des années 90 avec les sites de piratage, d'échange de fichiers piratés, de fichiers musicaux comme Casa, ça date du 7e siècle avant Jésus-Christ, avec ce dont on considère que Thalès est le fondateur ou un des fondateurs, avec ce que Husserl appelle le proto-géomètre. La géométrie est une communauté peer-to-peer. Et tout savoir académique est une communauté peer-to-peer. Sans aucun doute, des thèses sont soutenues dans cette salle, et quand une thèse est soutenue, en tout cas en France et en tout cas en philosophie, parce que je ne sais pas si ça se pratique dans toutes les disciplines, mais en règle générale, le président, à la fin de la soutenance, demande s'il y a des docteurs dans la salle. Et une fois que le jury a fini de poser ses questions, etc., on donne la parole au docteur qui voudrait prendre la parole. Un docteur est le père de tous les docteurs de sa discipline. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental et ça repose sur un espace de publication. Un savoir est toujours peer-to-peer, et un savoir académique, je veux dire, et un savoir académique est toujours aussi public. Ce n'est pas un savoir caché, ce n'est pas un savoir de corporation, ce n'est pas un savoir secret. Le savoir n'est reconnu comme savoir qu'à la condition de s'exposer à la publicité de cette critique des pairs. Pour que la parité des pairs puisse se constituer, il faut la publicité qui la rend possible. Et ce qui est aussi une Öffentlichkeit au sens des Aufklärer. Troisièmement, un savoir de ce type est anamnésique. Je prends le mot, évidemment, de Platon d'anamnèse pour dire ceci. Alors, ça mériterait, alors ça, on pourrait partir pour des siècles de discussion sur l'anamnèse de Platon. Ça fait des siècles que dure cette discussion. Je ne vais pas la rouvrir ici. Ce que je vais simplement dire, si vous voulez bien, non pas je ne vais pas argumenter pour vous dire ce que c'est que l'anamnèse selon moi, chez Platon, mais je voudrais simplement vous dire à quoi je pense en parlant d'anamnèse ici. Un professeur de géométrie, par exemple, qui va enseigner dans une classe de 5e ou de 4e, s'il fait bien son travail, selon moi, je dis selon moi parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine incertitude, si j'ose dire, sur ces questions, en tout cas, un flottement en tout cas. Je dis cela parce que très régulièrement je pose des questions à des professeurs de mathématiques du secondaire, des collèges. Et je les sens pas très à l'aise. Mais en tout cas pour moi, un professeur de géométrie, c'est quelqu'un, et d'une façon plus générale, un professeur d'un savoir académique, dans n'importe quelle discipline, c'est quelqu'un qui est capable de ramener ses élèves aux origines du savoir qu'il leur transmet, à l'épreuve des origines du savoir qu'il leur transmet. Qui les rend sensibles au fait que l'école, c'est un cursus, au sens littéral du terme, un cours, un courant comme un fleuve s'écoule, et au cours de ce cursus, je prends le mot cursus au sens où Ulysse fait un cursus, comme on le dit souvent, de la Méditerranée, un parcours, eh bien, l'école fait reparcourir aux élèves toute l'histoire des savoirs à différentes échelles, évidemment, pas de la même manière en 5e, en terminale ou en 7e année universitaire, c'est-à-dire en 3e cycle. Mais, dans tous les cas, l'entrée dans le savoir est une entrée dans ce cursus tel que je ne peux y entrer que par son origine. Évidemment, c'est une idéalisation, ce que je dis là, hein, c'est une idéalité, c'est une réalité qui ne se réalise pas véritablement, sauf dans des cas relativement rares où ces jeunes gens qu'on a fait entrer dans ce cursus deviennent des docteurs, c'est-à-dire des pairs, c'est-à-dire sont revenus à l'origine en produisant la fin, parce qu'une thèse, en principe, c'est ce qui produit un nouvel état du savoir. Hein. Alors, ça, c'est ce que j'appelle l'anamnésique, la condition anamnésique du savoir. Et ce que je soutiens, c'est que cette condition anamnésique du savoir suppose elle-même une condition hypomnésique du savoir. C'est-à-dire, suppose que le savoir ainsi réactivable de part en part depuis son origine puisse être réactivé. Et pour qu'il puisse être réactivé, il faut qu'il ait été extériorisé et spatialisé. Il faut que les flux temporels, par exemple, qui se sont produits à un moment donné dans l'organe cérébral d'un monsieur qu'on appelle Thalès,
se soit spatialisé, soit passé de l'état temporel à l'état spatial, de telle sorte qu'ils ont été transmissibles et que, devenus transmissibles, ils sont devenus ce qu'on appelle des connaissances, et que ces connaissances ont été récupérées par d'autres qui les ont intériorisées à leur tour, qui les ont temporalisées en les intériorisant, c'est-à-dire qui les ont réinterprétées et qui les ont réinterprétées en les réextériorisant. La grammatisation, c'est l'histoire des conditions de la transformation des flux mentaux et temporels, et corporels d'ailleurs, temporels, des flux temporels mentaux et corporels en espaces grammatisés, en extériorisation spatiale, qui peuvent avoir toutes sortes de formes. Des parois rupestres dans la grotte Chauvet, des inscriptions hiéroglyphiques dans les temples égyptiens, des rouleaux de papyrus, des livres, des livres foliotés, finalement des fichiers numériques, etc. Tout ça, ce sont des extériorisations spatiales par des processus de grammatisation de contenus temporels, mentaux et corporels. Alors, tout cela ayant été dit, et je vous demande pardon parce que je suis toujours un peu dans des considérants préalables, mais maintenant je vais rentrer dans le sujet, véritablement. Tout cela ayant été dit, la conséquence est que toute transmission de savoir, ce que là, pratiquement, on fait normalement dans cette enceinte, qui est cet amphithéâtre d'une université, eh bien, toute transmission de savoir doit être homothétique avec la genèse de ce savoir, avec les conditions d'élaboration de ce savoir. Ce que l'on doit faire en tant que l'on est un professeur de la sphère académique, de tous les niveaux, que ce soit l'école élémentaire, l'école secondaire ou le supérieur, c'est que l'on doit introduire l'élève homothétiquement dans les conditions d'élaboration hypomnésique et anamnésique des savoirs que l'on veut transmettre. Et l'on doit mettre l'élève en une position potentielle, idéale, qui probablement, pour beaucoup d'élèves, ne se réalisera jamais en fait, de devenir celui qui viendra enchaîner sur ces savoirs, c'est-à-dire les poursuivre, les interpréter. Pour le dire autrement, le savoir est épiphylogénétique. Ce mot d'épiphylogénèse, je me permets de l'employer parce que maintenant il est employé par des gens de différentes sphères, dans la philosophie ou dans la biologie. C'est un mot que j'ai fabriqué il y a longtemps, il y a 25 ou 30 ans, pour désigner ce qui est décrit par différentes personnes, dont Georges Canguilhem que je parlais tout à l'heure, et qui est le fait que, mais c'est surtout André Leroi-Gourhan qui a montré que la vie technique, c'est une vie dotée de 3 mémoires, et en particulier d'une mémoire technique, qui fait que l'expérience individuelle des êtres humains, ce qu'on appelle l'expérience épigénétique, est transmissible aux successeurs, aux générations suivantes, et que du coup, ça devient une expérience phylogénétique. Mais en fait, elle n'est pas phylogénétique, parce que la phylogénèse est biologique. Et là, on a affaire à une phylogénèse qui est technologique, qui est hypomnésique. C'est ce que j'appelle une épiphylogénèse, qui est produite par une activité, une expérience épigénétique, mais qui se transmet phylogénétiquement, et qui se substitue progressivement à la phylogénèse biologique, d'ailleurs. Si ce n'était pas le cas, Stephen Hawking, qui est un physicien très connu, que je n'apprécie pas énormément, mais qui est très important, n'existerait pas. Stephen Hawking, c'est une production complètement artificielle. Et quand je dis ça, ce n'est pas une dévalorisation, bien au contraire. Cette épiphylogénèse, c'est ce qui produit ce que j'appelle, en utilisant un concept de Gilbert Simondon, une transindividuation. C'est-à-dire le fait que, pour devenir qui je suis, moi, Bernard Stiegler, par exemple, j'ai besoin de me réindividuer à l'intérieur de la langue de mon père et de ma mère, quand ils parlent la même langue. Parce que parfois, il y a 2 langues dans la même famille, ça arrive et c'est très intéressant. Mais pas simplement la langue, les manières de table, la politesse, et puis finalement tous ces savoir-vivre, ces savoir-faire, et puis finalement ces savoirs théoriques qui constituent, par exemple, ce que Jules Ferry dit être la nation. Et que, en principe, l'école doit transmettre pour faire que celui qui n'est pas né français l'est devenu en passant par l'école. Alors, bien entendu, c'est un grand récit, ça, de la nation auquel on n'est pas obligé d'adhérer du tout, mais vous voyez bien de quoi je parle sous le mot de transindividuation. Il y a d'autres modalités de transindividuation. Dans les sociétés chamaniques, on ne se transindividue pas comme cela, on se transindividue par des rites d'initiation, mais il y a des conditions de transindividuation là aussi qui sont très importantes. Qu'est-ce que j'appelle transindividuation ? Je peux m'individuer, moi Stiegler par exemple,
parce que je peux partager avec d'autres, comme Denis Cambouchner, un héritage qui est l'héritage de la philosophie. Et nous pouvons nous co-individuer et nous individuer et nous contre-individuer parfois, parce que c'est beaucoup ça la philosophie, mais c'est ça de toutes les disciplines en réalité académiques, à travers la manière dont nous héritons de ce processus de transindividuation. Cette transindividuation est polémique. Dans le monde académique, et d'ailleurs je ne parle pas seulement de l'académie théorique, mais les académies de peinture aussi, ce sont des lieux polémiques. C'est-à-dire que c'est une transindividuation qui se produit par interprétation. Réaccéder au savoir, ou comme dirait Husserl, réactiver le savoir, puisque la réactivation chez Husserl est très importante, c'est l'interpréter. Et cette interprétation est toujours une interprétation polémique. Polémique, c'est, je l'emploie au sens où Héraclite dit le polémos est père de toutes choses, et où il lit le polémos et le logos d'une manière irréductible, tout comme, enfin pas tout comme, mais en un sens qui est tout à fait parent de ce que Socrate va faire. Le caractère dialectique du logos. Le logos est dialogos dans ce sens où il est polémique et éristique. J'insiste beaucoup sur ce point parce que si on en est bien d'accord, et si on est d'accord pour dire que tout savoir s'appuie sur une organologie, alors on va dire que cette organologie est une épiphylogenèse, c'est-à-dire une hypomnésis, qui permet de produire une organologie polémique. C'est une organologie qui va permettre d'organiser des conflits, des controverses, et qui va permettre de résoudre ces controverses. Pas simplement parce qu'on ne fait pas des controverses pour le plaisir de faire des controverses, on fait des controverses pour arriver à retrouver, à un moment donné, un accord de la communauté, des pairs, consensus, qui va se traduire dans une organologie de la publication qu'on va trouver dans les bibliothèques universitaires, par exemple, ou sur Wikipédia. Et cette organologie de la publication, c'est une formation de l'espace et du temps public. C'est-à-dire, c'est une organisation d'un espace public dans lequel chacun peut accéder. C'est pour ça qu'il est dit public, à travers l'université, à travers la bibliothèque, à travers les librairies, à travers le web, etc. Mais qui est aussi un temps public, c'est-à-dire que c'est un temps de la controverse dans cet espace public où vont s'affirmer des singularités de jeunes chercheurs, de vieux professeurs, etc., qui défendent des points de vue sur le savoir, qui sont des points de vue sur quoi? Et bien sur les processus de catégorisation. Un savoir produit des catégories. Je parle de savoir là théorique. Un savoir théorique, c'est-à-dire un savoir académique qui expose les conditions de sa transmission, de son élaboration, repose sur des catégories. Que sont les catégories? Ce sont des critères qui permettent d'organiser l'expérience et de la conceptualiser. Mais toute catégorisation suppose une organologie de la catégorisation. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure de l'organon d'Aristote, dont je soutiens en passant par Benveniste et par Derrida, mais aussi par Sylvain Auroux, que sans l'organologie de l'écriture, il n'y aurait pas l'organon d'Aristote. Que les catégories d'Aristote, qui sont évidemment pour Aristote des catégories que Kant appellera plus tard des catégories transcendantales, c'est-à-dire des concepts purs, eh bien, il n'empêche que même s'ils sont des concepts purs, ce que je ne crois d'ailleurs pas, mais admettons-le, dans tous les cas, ces concepts supposent, pour être exhumés, pour être inventés au vieux sens du terme inventé, c'est-à-dire sortis de terre, déterrés, ils supposent un instrument qui va permettre de les porter au jour, et cet instrument, c'est la grammatisation, c'est la catégorisation par la grammatisation. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très singulière sur ce point, parce que nous vivons dans une technologie industrielle qui repose sur une catégorisation automatique par des algorithmes qui sont développés par l'informatique, elle-même étant véhiculée par toutes sortes de technologies dans le monde de ce qu'on appelle le numérique, qui ne se réduit pas à l'informatique, et toute la vie quotidienne est en train de se catégoriser dans ces conditions-là, y compris à travers les fameux cookies qui mouchardent sur ce que vous faites auprès de votre serveur d'accès, auprès de votre cloud, auprès de Apple, etc., et auprès de la CIA et de NSA, etc. Hein, c'est-à-dire de tous ces services qui utilisent la catégorisation
automatique par la grammatisation pour tracer vos activités, pour les espionner, et qui conduisent aussi à ce qu'on appelle les big data. Big data qui constituent des questions extraordinairement importantes sur le plan de l'épistémologie, puisque, ça a été très bien souligné récemment par un observateur très très fin du numérique qui s'appelle Hubert, j'arrive plus à retrouver son nom tout à l'heure, ça me reviendra, qui écrit sur un site web, bon, ça me reviendra tout à l'heure, et qui montre que dans les technologies mathématiques, les mathématiques appliquées sur les très très grandes quantités de données qui sont mises en œuvre par les algorithmes des big data, on abandonne les modèles causaux, on abandonne les modèles de la causalité pour élaborer le savoir et les connaissances, et on passe à des modèles de corrélation. Et ça, c'est une mutation d'une extrême importance. Plus généralement, la catégorisation numérique telle qu'elle se produit aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, car ce n'est pas une situation nécessairement pérenne et soutenable même, et personnellement je pense qu'elle est totalement insoutenable. C'est une catégorisation sans herméneutique, sans polémique, sans controverse, qui s'impose à travers des modèles algorithmiques qui se donnent comme la quasi-nature du traitement de l'information et qui sont extrêmement problématiques parce qu'en réalité, quand on les regarde de près, il y a toujours au départ des modélisations, des spécifications fonctionnelles qui font des choix catégoriels qui n'ont absolument rien de naturel ou de mathématique et qui sont des prises de position dictées par des intérêts quelconques, qui peuvent être des intérêts noétiques, des intérêts esthétiques, des intérêts économiques, ou des intérêts militaires ou policiers. Aujourd'hui, les MOOCs, tels qu'on les voit se développent sur la base de cette organologie-là, qui pour moi est une organologie, je dirais, orpheline sur le plan noétique. C'est le stade du développement aveugle de la grammatisation dont je parlais tout à l'heure, qui se déploie sans aucune décision de personne. C'est une logique systémique qui se déroule et dont les États-Unis en particulier, qui sont un pays extrêmement pragmatique, savent tirer un parti immédiat, mais à mon avis, aveuglément. Alors, je voudrais maintenant aller vers des propos positifs, c'est-à-dire vers des propositions face. Vous allez voir que je manque beaucoup de modestie, Tony le sait bien. Je vais faire des propositions au ministre de l'Enseignement supérieur, à la ministre de l'Enseignement supérieur. Je pense que cette situation est calamiteuse pour l'enseignement et qu'elle serait surtout calamiteuse pour l'enseignement européen et notamment l'enseignement français si l'État français prenait l'initiative de reprendre à son compte tout ce qui se développe en ce moment en Californie, aveuglément, et sans avoir sa propre politique de développement de tout cela. Comprenez-moi bien, je ne considère pas que les MOOCs, tels que les États-Unis les développent aujourd'hui, sont une hérésie et une ânerie planétaire. Je dis planétaire parce que les MOOCs sont devenus un phénomène planétaire. Donc vous vous souvenez bien qu'il y a 2 ans, personne n'entendait parler, que ça s'est fait presque par hasard, à la suite d'une invitation organisée par YouTube, qui est tout près de Stanford, et qui a fait qu'une professeure de Stanford est allée assister à une conférence, ça lui a donné une idée, elle a appliqué son idée, et puis d'un seul coup, ça a créé une réaction en chaîne, comme ça arrive très souvent aux États-Unis. Tout à coup, tout s'est mis à s'allumer, à s'agiter, à s'échauffer. Et puis, 3 mois après, Coursera existait. 1 an après, 30 ou 40 universités américaines étaient dans Coursera. Aujourd'hui, il y a des universités du monde entier qui sont dans Coursera. Et je pense que les États-Unis vont mettre en place un système de correction de trajectoire, parce que je pense qu'ils sont assez conscients du fait que ce dispositif mis en place est extrêmement fragile, extrêmement critiquable, mais qu'ils ont appris quelque chose depuis très longtemps, au moins un siècle, c'est que quand on met en œuvre une technologie, qu'on est le premier, il faut garder l'avantage d'être le premier, et donc il ne faut pas la lâcher. Et même si elle n'est pas bonne, il faut occuper le terrain et on corrige la trajectoire à mesure. Maintenant, tous ceux qui suivent cette logique sont fichus. Ceux qui suivent une telle logique deviennent des colons d'un processus qu'ils ne maîtrisent absolument plus et qui conduit, sur le plan de la vie académique, exactement à ce qui se passe avec la fiscalité numérique, par exemple. C'est-à-dire que les meilleurs contributeurs
Dans le numérique, dit-on aujourd'hui, par exemple à Google, ce sont les Français. Mais il n'y a aucune fiscalité qui revient en France, il n'y a absolument aucune activité économique qui revient en France. Et tout ça, je dis, c'est le pipeline qui fait qu'on va piquer le pétrole, ou les idées, comme on disait les Françaises, enfin les idées, disons l'activité contributive des Français, et on l'exploite ailleurs, on ne paye aucun impôt, pas plus aux États-Unis d'ailleurs qu'en France, et c'est un assèchement et une désertification, et je prends le mot au sens aussi de Nietzsche, hein, parce que ça fait partie de tout ce que Nietzsche décrit sous le nom du nihilisme, tout cela. Alors, je crois qu'il y a une alternative à cette situation. Et cette alternative, je soutiens que c'est la constitution d'une nouvelle organologie académique numérique, qui repose sur ce que je développe en ce moment même avec l'Institut de recherche et innovation, que nous appelons l'indexation, l'annotation et l'éditorialisation contributive des activités noétiques, spirituelles, intellectuelles sur les supports numériques, développant des technologies numériques de transindividuation fondées sur la valorisation et l'organisation des controverses. Je soutiens que pour cela, il faut développer un langage au sens où XML, qui est aujourd'hui le langage des sites web, est un langage, au sens où HTML, qui était à l'origine le langage à l'origine du web, développé par Tim Berners-Lee au CERN en 1989, était un langage hypertextuel, et au sens où SGML, qui était le langage de l'armée américaine pour décrire tous ces documents accompagnant ces pièces détachées, puisque l'armée américaine avait une énorme quantité de pièces détachées, l'armée américaine avait développé un langage informatique qui s'appelait SGML, qui n'existe plus maintenant, mais qui existe toujours à travers ses fils et ses différentes versions. Je crois personnellement que ces langages-là écrasent toute possibilité d'activité polémique, qu'ils sont insuffisants, qu'ils ne permettent pas de tracer les annotations et les confrontations. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui de développer de nouveaux langages. Je soutiens que l'Europe en a parfaitement les moyens, y compris d'ailleurs parce que le modèle HTML il vient d'Europe. C'est vrai que le SGML venait des États-Unis, mais l'Europe a produit énormément de standards dans ces domaines. MPEG, par exemple, qui est un langage, un format audiovisuel, mais un format audiovisuel numérique aujourd'hui. Et vous le savez bien, en France notamment, on a des mathématiciens de mathématiques appliquées qui sont excellents, on a de très bons logiciens. Bref, on a absolument tout ce qu'il faut en France et en Europe pour porter un tel projet. Je soutiens qu'un tel projet doit être mis en œuvre avec une méthode que je vais vous dérouler maintenant sommairement, et après ça, je m'arrêterai pour qu'on puisse discuter. La méthode en question, beaucoup d'entre vous connaissent déjà mon propos ici parce que j'essaye d'évangéliser sur cette hypothèse pas mal de monde, qui consiste à dire, voilà, nous avons, par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, M. Vincent Peillon, introduit en ce moment même, d'ailleurs ça a été voté hier ou avant-hier, je crois, dans le cadre de sa loi de refondation de l'école, le numérique au sein de l'école. C'est bien. Mais, c'est bien, mais en même temps, d'un point de vue purement rationnel, ça n'est pas parfaitement satisfaisant pour l'esprit. Parce que introduire le numérique à l'école et au collège, sans avoir introduit le numérique à l'université, ce que j'appelle introduire le numérique à l'université, c'est pas simplement dire on va mettre des ordinateurs, on va donner accès au web. Non, ça veut dire on va mettre en œuvre une politique scientifique, une politique doctorale qui va essayer de tirer les conséquences de ce qu'un type qui s'appelle Stigler appelle l'organologie numérique, ses effets sur les savoirs. Si on prend au sérieux la thèse de Frédéric Kaplan, par exemple, un grand roboticien français, polytechnicien, qui a été responsable de la robotique de Sony et qui aujourd'hui enseigne à l'École polytechnique de Lausanne et qui a publié un article qui a fait beaucoup parler de lui sur ce qu'il a appelé le capitalisme linguistique de Google, où il montre que la grammatisation numérique du langage par Google est en train de modifier la diachronie du langage, de tous les langages du monde,
y compris parce qu'en plus ces langages se traduisent les uns dans les autres via les algorithmes de Google, à travers les actions que produisent les internautes contributivement. C'est ni plus ni moins qu'une nouvelle ère du langage parlé, de la linguistique. Il est pour moi absolument inconcevable que dans les recherches doctorales en linguistique, on ne mette pas cette question en priorité dans les appels de thèse. Si on se penche maintenant sur la géographie, qui est entièrement transformée en ce moment par les systèmes d'information géographique, où le géographe devient fondamentalement un spécialiste des bases de données que deviennent les territoires numériques, où les habitants produisent des données. Mais pas seulement les habitants, les trains, les usines, les carcasses de bœuf qui circulent avec des puces RFID dessus. En fait, tout, absolument tout, puisque tout est de plus en plus tagué, comme on dit, indexé, etc. Un territoire devient de plus en plus une base de données vivante qu'on observe en temps réel avec des systèmes de visionique, dont ceux des services secrets américains. La géographie est littéralement bouleversée dans ces conditions de fonctionnement. Je ne vais pas vous parler de l'histoire qui repose, en tout cas depuis le XXe siècle, sur l'analyse de grandes quantités d'archives, est évidemment totalement transformée par ce qu'on appelle les big data. Je vous parlerai encore moins de la démographie ou des statistiques qui sont explosées littéralement par toutes ces technologies. En fait, toutes les formes de savoir qui s'enseignent dans le monde académique, y compris le sport, sont modifiées par le numérique. Et aujourd'hui, introduire le numérique à l'école ne peut pas se faire durablement si l'université n'est pas mobilisée de manière coordonnée. Je ne dis pas unifiée, bien entendu. Il ne faut surtout pas unifier. Je parle de controverse, donc il faut de la controverse et de la diversité. Mais en revanche, il faut de la coordination, de la concertation. Et c'est le rôle des autorités académiques nationales que d'organiser cela. Pour organiser cela, il faut développer des instruments, ce que j'appelle une organologie dédiée à cela. Alors, qui va développer ces instruments? Le serpent se mord la queue. Et s'il faut avoir des instruments pour développer cela, et s'il faut avoir fait cela pour développer ces instruments, nous sommes dans un cercle vicieux. Eh bien oui, nous sommes dans une espèce de cercle vicieux qu'il faut transformer en cercle vertueux. Pourquoi est-ce que nous sommes dans un cercle vicieux? C'est parce que nous confondons deux choses, une situation de fait et une situation de droit. De fait, il y a de la grammatisation numérique qui se développe. De droit, rien n'est reconnu académiquement, véritablement, comme étant de l'organologie numérique académique. Le passage qu'il faut opérer, c'est du fait au droit, au sens où Emmanuel Kant pose cette question du passage du fait au droit. Et pour cela, je suis convaincu qu'il est tout à fait possible de mettre en place une méthode, et je vous la propose, cette méthode. Étant entendu qu'un certain nombre de compétences dans le monde réfléchissent sur ces langages de notation dont je vous parlais tout à l'heure, parce que des laboratoires qui travaillent sur cette question, il y en a partout. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Angleterre que je connais, avec lesquels je travaille, il y en a en Allemagne, avec lesquels je travaille aussi d'ailleurs, mais il y en a partout, ça prolifère en ce moment. Je crois qu'il est très important de lancer une démarche massive aux cours en ligne massivement accessibles librement, les MOOCs. Il faut répondre par une politique massive de recherche sur le numérique, de mobilisation des jeunes chercheurs français. J'ai proposé plusieurs fois, donc je le redis tel quel, par exemple en mettant en œuvre 500 thèses tous les ans dans toutes les disciplines sur cette question. Et en faisant que cette recherche doctorale, où la ministre dirait à toutes les écoles doctorales, c'est une priorité, et vous serez favorisés si vous suivez cette priorité, parce que vous aurez des allocations de recherche qui vous seront attribuées en fonction de cette priorité, eh bien, il faut conditionner ces allocations de recherche, d'une part, au fait que cette recherche doit être contributive. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les jeunes chercheurs qui vont mener ces recherches devront les mener sur des terrains de recherche-action, comme on les pratique depuis Kurt Lewin, c'est-à-dire sur, par exemple, des terrains scolaires, des terrains d'enseignement secondaire, avec des professeurs, avec des éditeurs, avec tous les partenaires du système académique, pour faire en sorte que, rapidement, l'ensemble de ce système académique se requalifie véritablement face à un saut culturel
mais surtout un saut épistémique majeur qui permettra aussi de sauver les industries éditoriales. Ce matin, j'ai fait une conférence au ministère de la Culture, où j'ai parlé d'exception culturelle. Et je me suis rendu, parce que je dors dans un hôtel qui est là tout près, et je me suis rendu à pied, j'ai descendu le boulevard Saint-Michel, et j'ai trouvé 3 kiosques à journaux que je connaissais très bien, que je voulais acheter des journaux pendant des années, ils étaient fermés. Ça veut dire que l'industrie éditoriale est en train de mourir. Et, parce que les kiosques à journaux sont fermés, mais les librairies sont aussi fermées. Bon, on ne parle pas des puffs qui ont disparu depuis déjà 10 ou 15 ans, remplacés par un magasin de mode, etc. Mais tout, Gallimard va disparaître. Gallimard, s'il ne se passe rien, deviendra une filiale de Zourkamp qui est devenue elle-même une espèce de grande surface d'édition de best-seller, puisque Zourkamp, ça y est, c'est fini. Hein. Il y a un nouveau patron qui est arrivé avec des nouveaux actionnaires, ils ont changé de politique. Il faut faire du livre jetable, qui se vend en très grande quantité et qui finit à la poubelle. Plus de bibliothèque, ni rien. Alors, si l'on dit que le système académique repose sur un système de publication qui suppose lui-même un système d'éditorialisation, alors il est très très important de sauver le système éditorial français. Et système éditorial, ça ne veut pas dire que Gallimard ou les puces, ça veut dire aussi la radio, par exemple France Culture, ça veut dire France Télévisions, ça veut dire toute l'édition numérique qui se fait en ligne avec les opérateurs français, etc. Pour cela, il faut une politique d'ensemble. Cette politique d'ensemble doit être menée avec l'université. L'université doit elle-même travailler avec l'INRIA, avec les grands établissements qui sont spécialistes de ces questions, pour mener une recherche contributive et en conditionnant ces allocations de ressources également, non seulement au fait de faire des recherches contributives, mais au fait que ces recherches soient éditorialisées d'une nouvelle manière. La nouvelle manière étant la suivante. En principe, un savoir produit des catégories, disais-je, et pas simplement des catégories, mais une traçabilité de tous les stades de son avancement. Une thèse, c'est la trace du raisonnement, au pied de la lettre, si je puis dire, sous forme de texte, etc. Mais aujourd'hui, ces travaux, de plus en plus, s'appuient sur toutes sortes d'éléments qui sont précisément liés à l'organologie numérique, qui peuvent être, par exemple, des processus d'annotation électronique. Pour tout vous dire, les questions dont je vous parle là, ça fait 30 ans que j'y travaille, parce que j'y ai travaillé pour faire ma thèse, ma propre thèse. Il y a à peu près 30 ans, un peu plus, je travaillais donc à une thèse, et j'avais, comme tous les thésards, des milliers de pages à étudier. Et je me suis dit, c'est idiot d'étudier ces milliers de pages et de ne pas garder la trace. Donc j'ai acheté un scanner, j'ai acheté des logiciels, et je me suis mis à scanner tout cela, à annoter tout cela, et à être capable de retrouver mes annotations avec des algorithmes. Je me suis fait aider par des ingénieurs. C'est comme ça que d'ailleurs j'ai été chargé par la Bibliothèque nationale de France de mettre au point un système qui s'appelait le poste de lecture assisté par ordinateur de la BNF, qui a été annulé et détruit par un changement de gouvernement. Mais j'ai continué avec vous, Josiane, à l'INA, en travaillant sur la station de lecture audiovisuelle, sur les archives de l'INA, et c'est pour ça que je me suis retrouvé directeur de l'INA ensuite. Alors, ça fait longtemps que je m'intéresse donc à ces questions, mais ce que je veux dire, c'est que, et je m'arrête là-dessus, l'éditorialisation est en train de changer très profondément avec le numérique. J'ai proposé il y a un an et demi, à Bruno Patino, qui est le directeur général adjoint de France Télévisions, que France Télévisions devienne un partenaire des universités pour éditorialiser des thèses sous des formes multimédia. Il m'a dit, essayons, et on est en train de faire quelque chose comme cela en ce moment. Je soutiens, moi, que si France Télévisions survit dans les 10 ans qui viennent et qu'il ne lui arrive pas ce qui arrive à l'audiovisuel grec, mais c'est le destin de tous les audiovisuels publics européens. Et l'audiovisuel grec a été lancé comme un ballon d'essai, non pas à mon avis par le gouvernement grec, mais par la Troïka, se disant il y a beaucoup d'économies à faire là en Europe, surtout ces trucs qui coûtent très cher. 12 000 personnes, France Télévisions, ça fait beaucoup. Eh bien, si on veut sauver cela, et il faut le sauver, parce que ce serait une catastrophe qu'il n'y ait plus que de l'audiovisuel privé, c'est-à-dire berlusconisé, il faut remissionner l'audiovisuel public. Et remissionner l'audiovisuel public, je disais à Bruno Patino, c'est vous devriez devenir les presses universitaires de France du XXIe siècle. Et vous devriez le faire pour faire aussi en sorte que le savoir se transmette par des voies
prise en charge par l'université elle-même, mais avec votre aide, pour que se produise une vulgarisation au bon sens du terme, au sens où Luther parle la langue vulgaire, par exemple, qui fasse que la coupure qui s'est instaurée aujourd'hui entre le monde académique et la société soit surmontée. C'est une coupure extrêmement dangereuse et c'est une des causes du vote pour le Front National. Je vous remercie de votre attention.